sur Monaco Info. Comme tous les mercredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous nous rendrons à Paris pour y rencontrer l'académicien Marc Lambron qui fait partie du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre qui s'est réuni à Paris en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Nous assisterons au salon international Blockchain qui avait lieu au Grimaldi Forum. Nous terminerons notre série de reportages consacrés aux déplacements princiers aux États-Unis. Et enfin, pour terminer, nous parlerons sport auto avec une nouvelle recrue au sein de l'écurie monégasque Venturi. Prenons la direction de Paris où le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco s'est réuni au restaurant La Dame de Pique afin d'établir la liste des auteurs en lice pour le prix littéraire. Les détails dans ce reportage. Créé en 1951, le prix littéraire Prince-Pierre de Monaco honore chaque année sur proposition du conseil littéraire un écrivain d'expression française pour l'ensemble de son œuvre. René de Secati, Annie Ernaux, Linda Lay, Toby Nathan et Maurizio Serra sont les auteurs en lice pour le prix littéraire 2018, une sélection qui a ouvert de riches discussions. Ce sont des sélections très intéressantes, je ne vais pas vous dire le contraire. En particulier, nous sommes tombés absolument d'accord sur des auteurs incontournables et sur des premiers écrits tout à fait prometteurs. Ça a été une séance particulièrement agréable et nous avons partagé les coups de cœur. Entre Académie française et Académie Goncourt, sur le nom, nous ne nous battons pas. Le prix littéraire est devenu au fil des années une récompense influente et respectée. Cela tient à sa spécificité, un jury de renom qui délibère sous la présidence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Écrivain, poète et peintre franco-marocain, Tahar Benjeloun apporte au sein du conseil littéraire son regard expérimenté. Ça fait longtemps déjà, je fais partie de ce jury et c'est toujours très agréable de se réunir avec son Altesse parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est une grande lectrice, et une grande curiosité littéraire et culturelle. C'est formidable de rencontrer des personnes de cette importance. Et puis on essaie de donner l'importance qu'il faut aux auteurs que nous sélectionnons. On fait tout pour la lecture, pour la littérature, et par les temps qui courent, c'est essentiel de militer, presque militer pour la lecture et pour que la littérature vive. C'est le 4 octobre prochain que nous connaîtrons le lauréat du prix littéraire. Ce dernier se verra doté d'un prix de 25 000 €. Ont été également sélectionnés pour la bourse de la découverte Adeline Baldacchino pour Celui qui disait non, Violaine Huisman pour Fugitif parce que reine, Sébastien Ministru pour Apprendre à lire, Bruno Pellegrino pour Là-bas, Août est un mois d'automne, et enfin Agnès Riva pour Géographie d'un adultère. L'ensemble de ces ouvrages fera partie du marathon de lecture dont le lancement aura lieu le mercredi 20 juin à la médiathèque de Monaco. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver en fin de journal notre invité, l'académicien Marc Lambron, qui fait partie du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Le couple Klarsfeld, qui a consacré sa vie à traquer les nazis, donnait une conférence à l'auditorium Régnier 3 hier. Fabien Benia vous proposera très prochainement une émission Regard extérieur dédiée à Serge Klarsfeld. En attendant, je vous propose d'en écouter un extrait. Une question que je me posais en préparant cet entretien, qu'est-ce que l'on ressent puisqu'on parlait de traque de ces criminels, qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on a au bout de son hameçon, entre guillemets, ou de son fusil, ce criminel de guerre que l'on a chassé, traqué pendant des années, et que vous arrivez à l'extrader, ou vous arrivez à le mettre devant la justice? Qu'est-ce que l'on ressent? Ça, c'est un cas isolé, le cas Barbie. On a ressenti beaucoup de soulagement, je dirais. Mais c'est un soulagement anecdotique, je dirais, parce que peu de criminels sont partis en dehors de l'Allemagne et de l'Autriche. La plupart des criminels sont restés en Allemagne. C'est vrai qu'on parle beaucoup, effectivement, de nazis en Amérique du Sud, mais beaucoup étaient encore sur place. Je dirais 90% sont restés en Allemagne et en Autriche. Or, quand nous avons commencé notre action n'était pas anecdotique, elle
Elle visait à résoudre le problème du contentieux judiciaire franco-allemand qui découlait de la Seconde Guerre mondiale. Les criminels allemands qui avaient opéré en France ne pouvaient pas être jugés en Allemagne et ne pouvaient pas être extradés vers la France. Et donc nous avons apporté la solution en nous battant pour obtenir une loi. Et cette loi, nous l'avons obtenue au bout de 4 années de manifestations illégales, d'actions illégales, de façon à être arrêtés, à être jugés, mais à mener des actions retentissantes, faisant savoir aux Allemands le sens de notre combat. Et finalement, la société politique allemande a compris qu'il fallait voter une loi et juger les criminels allemands qui, entre-temps, s'étaient recyclés, étaient devenus tout à fait respectables alors qu'ils étaient condamnés à mort en France pour les crimes qu'ils avaient commis. Nous allons nous rendre à présent au Grimaldi Forum où se déroule le Monaco International Blockchain, un salon professionnel dédié aux technologies consacrées aux cryptographes, à la crypto-monnaie ou encore aux bases de données distribuées. Alors qu'est-ce que le blockchain? Élément de réponse avec Fabien Beniard. À l'heure où le monde se digitalise et où la donnée est devenue l'or numérique, un nouveau salon vient de voir le jour dans l'espace Indigo du Grimaldi Forum, le MIB. Le MIB est le premier salon professionnel international en principauté dédié à la blockchain et à ses applications. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore ce terme, voici une explication. Alors, la blockchain, c'est une technologie vraiment qui permet de avoir un registre partagé. C'est exactement ça. C'est comme un livre qu'on va pouvoir écrire des choses et surtout le gros intérêt qu'on a par rapport aux autres technologies, c'est le fait qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Une fois que cette transaction, comme on appelle ça dans la blockchain, est inscrite, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est la base des crypto-monnaies et de tout l'environnement qu'on voit. On parle souvent d'ICO, on parle souvent de miners qui vont créer ces monnaies-là. Donc c'est vraiment la base, c'est la technologie blockchain. Donc l'idée, c'est de partager un registre qui ne peut être modifié uniquement par des personnes en l'incrémentant tout simplement. Du 16 au 17 mai, une vingtaine d'exposants de France, des États-Unis ou encore d'Asie sont venus présenter leurs projets ou proposer leur expertise dans le domaine de la blockchain. Les organisateurs proposent également sur les 2 jours 8 conférences débats. C'est vraiment le but du salon, donner une information neutre sur l'ensemble donc de la crypto-monnaie, de la blockchain, des levées de fonds qu'on appelle les ICO, pour que les gens puissent avoir vraiment un aspect neutre de la question et se dire voilà, ça m'intéresse, je comprends ce que c'est. Après, c'est très technologique, le but c'est pas de former des informaticiens et de devenir informaticien, mais c'est vraiment comprendre, avoir une compréhension, car demain ça sera le monde en fait de demain qui est en train de se jouer aujourd'hui, et c'est important quand même de ne pas être seulement spectateur, mais de comprendre aussi le monde de demain et d'avancer en fait avec ce salon sur ça. Durant ce salon, le gouvernement, qui s'est résolument engagé dans la transition numérique, suit ce dossier d'un œil attentif. Monaco doit être une place dans le monde numérique à part. Aujourd'hui, on est une place à part sur l'environnement, grâce aux actions du souverain. On a toujours été une place à part dans le monde du luxe, du tourisme, de la finance. Et aujourd'hui, on doit être une place spéciale, avec nos spécificités, dans le monde du numérique. Et agréger les intelligences du monde sur des sujets à la pointe, pour moi, est une excellente chose. Ce type de salon, à la fois pour les retombées économiques, mais aussi pour l'image de Monaco, est excellent. Un des buts de Monaco dans le futur est vraiment justement d'agréger les savoirs et être un hub de connaissances sur le numérique. Ce type de salon de qualité y contribue. Donc en tant que nous, gouvernement, sommes ravis d'avoir ce type d'événement en principauté. Le Monaco International Blockchain, une première édition qui pourrait se renouveler de façon semestrielle, avec une deuxième édition, pourquoi pas, en novembre prochain. L'an dernier, le prince Albert II lui avait rendu une visite amicale à Rome. La semaine dernière, c'est à New York que l'artiste Marcello Lo Giudice a reçu à nouveau le soutien du souverain lors de l'inauguration de sa dernière exposition. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Péroumal. Une vitrine sur Madison Avenue. L'occasion ne se présente pas tous les jours. Marcello Lo Giudice a été invité à exposer ses œuvres les plus récentes dans le cadre prestigieux de l'Opéra Gallery à New York. Ces tableaux y côtoient ceux de grands maîtres tels que Dufy, Buffet ou Chagall. Originaire d'Italie, il a exporté dans la Big Apple sa touch méditerranéenne. Aujourd'hui à New York, de la capitale de l'art contemporain, de l'art abstrait du planète, je suis très content d'avoir présenté mes œuvres récentes, qui sont un hommage un peu à l'univers et un hommage à la glace de la
parte du planète Arctique et Antarctique. À l'aide de pigments, Marcello Lo Giudice fait jaillir ses couleurs de prédilection, le bleu, le rouge, le jaune. Ses créations ont fait le tour du monde. C'est un artiste que j'adore, qui a un style qui est vraiment unique, qui est un peu dans la prolongation de tous les artistes du groupe Zéro italien. C'est beaucoup des tableaux monochromes. C'est un artiste qui a le sens, qui a vraiment le sens de la création. Ce sont des œuvres monochromes mais qui sont très tactiles. Et c'est un artiste qu'on vend dans le monde entier. On a 13 galeries à travers le monde. On vient juste d'ouvrir une galerie à Zurich il y a maintenant une quinzaine de jours. Et c'est un artiste qui plaît de façon universelle. L'an passé, Marcello Lo Giudice exposait au musée d'art moderne de Rome où le prince Albert II lui avait rendu visite. À New York, le souverain n'a pas manqué de venir découvrir cette exposition à l'Opéra Gallery. Marcello Lo Giudice est très impliqué dans la préservation de l'environnement et soutient fréquemment la Fondation Prince Albert II de Monaco. Avec les succès, un peu de succès, je cherche de soutenir les projets intéressants pour la défense de la nature, parce que les artistes sont toujours un peu isolés dans la société. Mais aujourd'hui, avec le nouveau millénium, un artiste doit être présent et chercher d'utiliser les gagnes et aussi son été social de grande culture pour aider l'ambiance. Après New York, c'est à Monaco que Marcello Lo Giudice effectuera sa rentrée en septembre. Il est attendu au musée océanographique pour une exposition qui, sans nul doute, devrait avoir pour couleur dominante le bleu. Du nouveau dans le monde de la Formule E avec la signature d'un ancien pilote de Formule 1 au sein de l'écurie monégasque Venturi, un certain Felipe Massa. Un reportage de Fabien Boignard. Felipe Massa chez Venturi pour la saison prochaine dans le championnat de Formula I. Felipe Massa, c'est 269 Grands Prix de F1, 41 podiums, 11 victoires et un titre de vice-champion du monde en 2008. Eh bien, le Brésilien concourra dans la monoplace électrique monégasque la saison prochaine. Le contrat vient d'être signé par Felipe Massa et Gildo Palanca Pastor, le propriétaire de la marque Venturi, en présence d'Alejandro Agag, le créateur du championnat de Formula I. Je pense, vous savez, que l'équipe Venturi a beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que je veux en faire partie. Je suis content d'être là. Je vis à Monaco, donc c'est génial de pouvoir aider au développement de cette écurie et d'essayer d'élever l'équipe vers le sommet. Ce sera ma première année en Formula I. Je veux vraiment faire partie de ce championnat incroyable qui évolue d'année en année. Et pour moi, c'est génial d'en faire partie. C'est un tournant dans ma carrière. Je veux vraiment faire du mieux que je peux pour être compétitif et surtout prendre du plaisir dans ce super championnat et dans tous les pays où l'on va aller avec l'équipe. Je crois qu'il y avait un vrai souhait de la part de Felipe Massa d'une part d'apporter sa vision à une team qui vraiment est innovant à tous les niveaux et ça s'est passé très rapidement, très facilement et les autres gros teams qui voulaient le prendre n'y sont pas arrivés. Felipe Massa vient de signer un contrat de 3 ans. On ne connaît pas encore le nom du coéquipier du pilote brésilien, que ce soit Maro Angel ou Eduardo Mortara. En attendant, la saison 5 de ce championnat électrique s'annonce passionnante et débutera en décembre prochain. Passons au sport et au basket pour terminer. Dernière journée de saison régulière de Jeep Elite à la salle Gaston Médecin mardi soir. Monaco s'est imposé 83-77 face à Bourg-en-Bresse et peut désormais se projeter sur les playoffs. Un reportage de Frédéric Elion. C'était une rencontre sans enjeu, mais gagner fait toujours du bien pour la confiance, surtout après 3 défaites consécutives. Face à Bourg-en-Bresse, la Roca Team, assurée de finir en tête de la saison régulière, évolue sans Evans, Kikanovic et Lacombe laissés au repos, et sans Robinson et Ouattara blessés. Conséquence, Kevin Cham, qui évolue avec les espoirs, est propulsé dans le 5, tout comme Bangali Fofana. Monaco propose une défense de zone, tactique payante en début de match, puisque Bourg perd des ballons et n'inscrit que 2 points en 4 minutes, 7-2 pour Monaco. Gareth Sim règle la mire et permet à Bourg-en-Bresse de passer devant avec 2 réussites longue distance.
La JL signe un 6/11 à 3 points et vire en tête 24-20 à la fin du premier quart-temps. La Roca Team met la balle à l'intérieur, Ali Traoré 10 points et Bangali Fofana 7 points 10 rebonds remettent Monaco sur les bons rails, plus 5, 31-26. Bourg n'a plus d'adresse extérieure, 1 sur 9 à 3 points dans le deuxième quart-temps, mais recolle grâce à Chase Simon et à Peacock, 13 points chacun. Gladir réalise un 5 sur 5 au lancer dans la dernière minute de la première mi-temps, 45-38 à la pause. DJ Cooper marque 3 paniers à 3 points en 2 minutes, plus 14 Monaco après 25 minutes. Georgie Joseph conclut avec autorité après un drive d'Aaron Kraft. La Roca Team mène de 12 points à l'entame du dernier quart-temps. L'écart monte à plus 15 sur ce lancer franc de Kevin Cham. La Roca Team termine les 3 dernières minutes avec 4 joueurs espoirs sur le terrain, 83-77 score final. Monaco retrouvera Pau Orthez en quart de finale de play-off. Le but du match, vu que le match d'avant on a perdu un Gérald, donc c'était un peu de ne pas avoir de blessures. Donc, comme on avait un effectif un peu réduit, donc on a fait beaucoup de zones. On a travaillé quelque chose. Les espoirs ils ont pu jouer, ils ont fait un très bon match. Ils ont des responsabilités et ça s'est très bien passé. Donc voilà, finir sur une victoire à saison régulière, c'est bien. Et maintenant, on aura une bonne semaine d'entraînement pour bien préparer les playoffs. Nous avons donc pris la direction de Paris pour rejoindre notre invité de la semaine. J'ai à mes côtés Marc Lambron. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour Monaco Info. Alors, vous êtes auteur de nombreux récits et romans et membre de l'Académie française, je viens de le dire. Alors, on vous surnomme le rocker de l'Académie. Pour quelle raison ? Pour la raison que la presse a retenu, ce qui ne me semble pas très extraordinaire, que j'aime le rock. Si vous voulez, les gens qui étaient nés vers 1900, 1905, en général ont entendu du jazz. Moi, je suis né à la fin des années 50, donc comme toute ma génération, j'ai entendu du rock. Alors maintenant, il semble qu'en effet, à l'Académie, jusque-là, il n'y avait pas trop de rockers. Mais, vous savez, Jean Cocteau, par exemple, vers 1917, il tenait la batterie de l'orchestre de jazz du Bœuf sur le Toit. Et il s'est retrouvé à l'Académie française une quarantaine d'années après. Au fond, l'Académie, souvent, enregistre avec un certain, c'est comme les séismes, enregistre avec un certain décalage ce qui a secoué, ce qui a agité une époque, et puis qui devient plus classique, accepté, respectable. Donc finalement, l'Académie est une sorte de baleine verte qui digère les époques avec l'air du temps, avec un léger retard. Voilà. Et comme le veut l'usage, lors de l'intronisation à l'Académie française, on vous attribue un mot. Il s'agit pour vous de vaudeville. Alors d'abord, est-ce qu'on peut expliquer ce rituel et pourquoi ce mot ? Alors, rituel, c'est une sorte de bizutage, c'est-à-dire à la première séance du dictionnaire à laquelle vous assistez, vos camarades, vos confrères, une semaine avant, choisissent un mot, mais vous ne le savez pas, et tout à trac, ils vous lâchent ce mot pour voir comment vous vous débrouillez. Vous vous jetez à l'eau, en quelque sorte. Alors moi, on m'avait attribué vaudeville, et d'ailleurs, c'était assez amusant et en rapport avec le rock, parce que la petite fiche, le projet d'article qu'on m'avait soumis, omettait une acception du mot vaudeville. Vous savez que vaudeville, à la Nouvelle-Orléans, où depuis cette région, ça a désigné dans les années 1880-90 des troupes de chanteurs, de danseurs de claquettes, noirs, blancs, souvent mélangés, qui circulaient. On appelait ce spectacle de distraction le vaudeville. Donc pour ma première intervention à l'Académie, sur ce mot, j'ai sorti une acception, un sens qui n'était pas prévu par le dictionnaire et qui désormais y figure. Comme quoi, vous voyez que la connaissance du jazz peut servir qu'est Conti. Vous dites qu'il faut se battre pour être à la hauteur de son modèle. Quel conseil donneriez-vous finalement aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent et qui rêvent de devenir écrivains aujourd'hui ? Vous savez, le conseil, c'est, je crois, avoir la simplicité du temps, du silence, de l'abnégation. La littérature, c'est pas bling-bling. Ça peut être prestigieux, mais c'est lent. La littérature, c'est comme une vie. Donc, celui qui veut écrire, eh bien, il faut d'abord qu'il ait le désir de le faire, il faut qu'il ait un sujet, il faut qu'il le travaille, il faut qu'il ait la modestie de l'artisan. Et puis, quand le livre est prêt,
alors là, peut-être qu'il peut être sacré écrivain. C'est au fond une chose les plus belles qui soient, parce que les écrivains ont la faculté, ce sont des enchanteurs, des magiciens, ils peuvent démultiplier la réalité, les réalités. Ils sont là, vous ouvrez leurs livres et vous êtes ailleurs. Et au fond, il y a peu d'art, avec aussi peu de moyens qui arrivent à vous propulser autant dans l'imaginaire. Donc être un écrivain, c'est ça, c'est finalement proposer d'autres mondes nés de votre imagination à ceux qui vont bien vouloir y entrer. Voilà, c'est à la fois une ascèse et une magie. Dernière question, Marc Lambron, vous êtes aujourd'hui jury du prix littéraire. Quel regard portez-vous sur cette sélection? La sélection est toujours très bonne car le jury est parfait. Vous savez ça. Le jury a une particularité qui est assez rare, c'est qu'il est hybride. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des membres de l'Académie française et des membres de l'Académie concours, et puis des écrivains qui représentent la francophonie. Donc vous parliez de jazz, c'est un peu comme si on prenait des jazzmen qui ne se connaissent pas, puis on les met ensemble, ils font le bœuf, comme on dit en français. Ils font une jam session. Donc il y a une jam session sous l'égide de la princesse de Hanovre, et les débats sont très, très animés, très vifs, amusants. Intéressant, et en général ce qui sort, vous pouvez regarder les listes courtes, les shortlists comme on dit en français, elles sont en général très bonnes parce qu'il y a des esprits avisés, de bons lecteurs qui ont œuvré pour que le résultat soit le meilleur. Et d'ailleurs le palmarès de la Fondation Prince-Pierre est très éloquent depuis des décennies maintenant. Marc Lambron, merci de nous avoir accordé cet entretien, c'était un plaisir pour Monaco Info. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bonne soirée à tous. Le temps restera couvert jeudi. Les nuages prendront le dessus, ne laissant aucune place au soleil. Les températures seront comprises entre 14 degrés le matin et 19 dans l'après-midi. Vendredi sera en revanche bien plus ensoleillé. La journée sera très agréable et il soufflera une légère brise durant toute la journée. Samedi, alternance de nuages et soleil. Le temps sera toutefois clément avec des températures allant de 16 à 21 degrés. Des températures qui seront encore à la hausse le lendemain dimanche, malgré le passage de fréquents nuages qui voileront le soleil. Lundi, retour de l'instabilité. Il y aura des orages et des averses dans l'après-midi, alors que mardi, les nuages seront omniprésents.